Je m'appelle René Le Toulec. Je suis né le 28 septembre 1938 à Saint-Benoît. Et j'ai fait mes études au lycée Lecomte de Lille. À l'époque, j'ai quitté La Réunion en 1956 pour aller faire des études en France. Et à l'époque, il n'y avait qu'un seul lycée à La Réunion, le lycée Lecomte de Lille de Saint-Denis. Donc, quand on partait comme ça, on connaissait à peu près tous les gens 2 ou 3 ans avant ou 2-3 ans après, on connaissait à peu près tous les gens qui faisaient des études en France. Essentiellement Montpellier. Beaucoup de Réunionnais allaient à Montpellier. C'est comme ça que j'ai quitté La Réunion en 1956 pour la France, pour Montpellier. Mon enfance à La Réunion, on était une bourgeoisie moyenne. Donc on était bien, on était à Saint-Denis, on s'amusait beaucoup, mais on fabriquait toujours nos jeux, quoi. Tous nos jeux, on les fabriquait nous-mêmes. Et ça, c'est resté ensuite dans mon esprit, et c'est pour ça que j'ai toujours fabriqué mes instruments, tous mes instruments, même scientifiques. Et c'est dû un peu à ça, on bricolait beaucoup. On avait une grande cour bétonnée, donc on jouait beaucoup, on ravageait beaucoup. Voilà, ça c'était Saint-Denis, l'époque où il y avait encore les caniveaux avec de l'eau qui coulait dedans et des anguilles. Maintenant, c'est plus du tout ça. Moi je me revois bien à la rue Félix-Guillon, l'école centrale, jusqu'en CM2, et ensuite le lycée. Et tout ça à pied, je faisais à pied, on montait d'un côté. En terminale, j'ai eu un vélo, quand même, pour aller au lycée. Donc, comme on était à Saint-Denis, c'était le seul lycée qu'il y avait à l'époque. Donc, on faisait partie un peu des privilégiés, quand même, de La Réunion. Parce que pour les gens qui habitaient ailleurs, pour venir à Saint-Denis, il fallait être en pension. Donc, c'était quand même un avantage. Saint-Denis, c'était la capitale, mais c'était limité. Franchement, je ne me rappelle plus combien d'habitants il y avait, mais c'est pas le Saint-Denis de maintenant. Donc c'était un avantage d'habiter à Saint-Denis. D'ailleurs, dans mes cousins et tout ça qui habitaient ailleurs, quand ils voulaient aller au lycée, il fallait qu'ils viennent à Saint-Denis, donc ils étaient chez nous. Il y a plusieurs qui sont passés à la maison, comme ça, pour pouvoir aller au lycée. Parce que les collèges allaient jusqu'en 3e. Et ensuite, pour entrer au lycée, c'était un barrage, parce qu'il n'y avait que 2 secondes, 2 ou 3 secondes simplement. Donc le nombre de places était limité. Et tous les gens qui étaient dans les collèges, dans les écarts, un peu partout, c'était très très dur à entrer. Il fallait être dans les 3 premiers de leur classe, passer le brevet, être reçu au brevet, être dans les 3 premiers, et en plus, il y avait un concours. Et on prenait les 50 ou 60 meilleurs qui entraient au lycée. Il y avait déjà une sélection CVA. Et je me souviens bien d'un cas particulier. C'était un petit gars qui s'appelait Jeannette. Et Jeannette, quand on était à l'école centrale, c'est-à-dire jusqu'en CM2, Jeannette était très très fort. Moi, je copiais sur lui, j'étais plus faible. Moi. Et ensuite, quand je quittais le lycée, Jeannette, il entrait en seconde. Pour vous dire la sélection qu'il y avait. Et ça, c'est quelque chose qui, heureusement, existe moins maintenant. Où il y a, je ne sais pas combien de lycées, mais il y en a beaucoup. La vie quotidienne, on s'amusait beaucoup, nous, on jouait beaucoup. Et nous, c'était l'école. On avait une mère qui nous surveillait de près.
Elle était allée jusqu'en troisième, jusqu'en brevet. Mais elle nous surveillait même après. Je voyais qu'on faisait bien nos devoirs, et récitations et tout. Alors ça, ce côté-là, on était vraiment bien cadrés. Oh, alors ça, les week-ends, il n'y avait pas... On avait les... Nous, on était 7, mais on avait nos cousins germains, les Waro, qui étaient 9, et qui habitaient la rue Sainte-Marie, c'est-à-dire près du lycée des filles. Et on était tout le temps ensemble, quoi. Donc on était souvent, on est chez les uns, chez les autres, on allait en vacances ensemble et tout, donc oh oui, on avait une drôle d'équipe parce que quand on partait en vacances, on partait avec toutes les deux familles ensemble, avec la bonne, et tout, ben, on déménageait et tout. Mon père, il travaillait aux travaux publics, il était ingénieur des travaux publics, et il avait un camion qui venait nous chercher, on partait un peu partout, plein des palmiers, plein des caves. Donc, passer une enfance quand même agréable. On ne se déplaçait pas beaucoup. Par exemple, on allait à la plaine des Caves, on était au 27e, qu'on appelle maintenant le Bois-Murat, on appelait ça le 27e. Et ben, quand on descendait au tampon, on descendait à pied. Le 27e, on descendait à pied. Il n'y avait pas de voiture. Oh là, on est toute la matinée, on descendait, on partait tôt, on descendait ici parce qu'on avait une branche de la famille qui était ici au tampon. Donc on venait les voir. Ah, on marchait beaucoup. Et je me rappelle quand on allait par exemple au volcan, il n'y avait pas de route. La route, ça s'arrêtait là. Où maintenant il y a la maison du volcan, c'est là qu'on passait nos vacances. Hein. Il n'y avait pas la maison du volcan, il y avait ce qu'on appelait la Cayenne. Cayenne, c'était des maisons faites pour les travaux publics. Donc c'est là qu'on passait nos vacances. Et pour aller au volcan, ben, il fallait prendre un guide. Il n'y avait pas de route. Maintenant, on arrive au volcan en voiture. C'était complètement différent, la vie, à cette époque-là. Il fallait marcher beaucoup. Oui, il y avait c'était des gens qui ont appelé des guides. Oui. Il fallait un guide parce qu'on marchait à travers des sentiers. Il n'y avait pas de route, donc sentiers. La route s'arrêtait au 27e, le Bois-Murat. C'était une expédition. Ça a duré, marcher plusieurs jours, hein, pour y aller. C'était loin. Maintenant, on fait ça en voiture dans la matinée, mais à l'époque. Ah oui, il fallait un guide. Un guide qui faisait passer. Et on peignait, hein, je me rappelle. Alors on arrive, oh non, ce prochain tournant, prochain, on arrive. Ah, le train, oui. Le train, c'est entre Saint-Denis. À l'époque, c'était entre Saint-Benoît, Saint-Pierre. Et il n'allait pas vite. Hein. À Saint-Denis, on le prenait au Barachois. On prenait ça au Barachois. Avec le tunnel. Ah oui, c'est un bon souvenir. Alors, Saint-Pierre, je ne suis jamais allé à Saint-Pierre. Mais on s'arrêtait à l'Étang-Salé. L'Étang-Salé, on y allait en vacances. Et on quittait le matin Saint-Denis, on arrivait l'après-midi à l'Étang-Salé. Ah oui, ça durait des heures. Oui, la journée était prise. Moi, je me rappelle, j'avais fait une fois avec papa. Papa, comme il était ingénieur des travaux publics, c'est lui qui s'occupait des routes. Une fois, je l'ai fait avec lui pour aller à Plaine des Palmis. Et bien, entre Saint-Benoît et la Plaine des Palmis, les routes, il y avait des tournants où la voiture, il fallait faire une manœuvre, tellement c'était serré. Pas bitumé, chemin de terre. Et il y avait donc papa il était responsable de l'état des routes. Et je me rappelle, il y avait les cantonniers, on appelle ça les cantonniers, qui devaient s'occuper d'une portion de la route. Et s'ils avaient comme outil, c'était une bertelle. Vous connaissez la bertelle, hein? Une bertelle en tressé, là, en paille. Et
un sabre et il coupait les longoses. Vous voyez, une sorte de, on appelle ça les longoses ici. C'est une sorte de plante qui pousse assez grand. Il coupait ça et il jetait sur la route, dans les trous. C'était ça le bitume. Donc, c'était vraiment artisanal. Oh oui, il y a un choc. On dit même, enfin je pense même, je suis diabétique. Je suis diabétique type 1. Et on pense que une des raisons pour avoir le diabète, c'est ce qu'on dit, hein, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, c'était un fort choc émotionnel. Et moi, mon choc émotionnel, c'est d'être parti en France. Parce que nous, on était habitués à rester ici, on était tout le temps en short, j'ai jamais mis un pantalon, hein. On était tout le temps en short, en petites sandales. Quand j'arrive en France, je suis allé en 56 en France. Et en 56, c'est l'hiver, des hivers le plus froid. Et j'ai débarqué là-dedans, ça m'a saisi, hein. Oh là là, j'ai souffert, je crois. Et ça m'a fait un fort stress. On dit que c'est peut-être à cause de ça que j'ai le diabète. Okay. Je suis resté longtemps parce que, je vous parlais du problème de bourse. J'ai pas eu la bourse de La Réunion. Hein. J'ai pas eu la bourse de La Réunion parce qu'à l'époque, il y avait des problèmes politiques. Nous, dans la famille, on était toujours à gauche, même communiste. À l'époque, il n'y avait pas les socialistes, à l'époque, ça n'existait pas. Il y avait les communistes et le gouvernement. Et nous, on était communistes. Et moi, j'étais un bon élève en terminale. J'étais dans les 3 premiers, dans ma télé. Et quand arrivé pour avoir la bourse de La Réunion était de 55 000 francs à l'époque. Et quand arrivé à la bourse, ils m'ont refusé la bourse. Les professeurs ils ont fait des pétitions et tout, ça n'a rien servi. Avec motif écrit, ils ont mis comme motif écrit « La Réunion ne donnera pas d'argent pour former les cadres du Parti communiste ». Et c'est comme ça que je me suis resté sans bourse. J'ai eu la bourse de France, hein, de 10 000 francs à l'époque. Donc je suis parti avec ça. Mais j'ai eu de la chance parce que quand je suis arrivé à Montpellier pour faire mes études, donc je suis parti en 56. 57, l'année était dure. Je n'avais pas beaucoup d'argent et étudiant, sans beaucoup d'argent, c'est bon. J'étais logé, nourri, c'est essentiel. Et j'ai été pris comme assistant à l'université. Donc là, ça a changé. De 30 000, je suis passé à 300 000. Donc 10 fois plus, et là, ma vie a changé. Donc j'ai commencé à travailler à 58, donc à 20 ans. J'ai commencé à travailler. Alors j'étais pris assistant. Pourquoi j'ai été pris comme assistant? C'est parce que il y avait la guerre d'Algérie et on avait un professeur de physique générale là-bas, qui était une demoiselle, on appelait ça la demoiselle Vergniaud, qui était aussi large que haute, qui avait les cheveux coiffés à la Jeanne d'Arc, en capoule, comme ça, et qui ne riait jamais. Je n'ai jamais vu sourire cette femme-là. Mais les gens avaient peur d'elle. Et moi, non. Donc moi, j'allais discuter avec elle. Comme je ne comprenais pas tout, j'allais discuter avec elle. C'est comme ça qu'en passant mon premier examen en 58, je suis parti en 56, donc en 57, je passais mon premier examen et elle est venue, elle m'a proposé d'être son assistant. Et là, ça a changé complètement ma vie parce que j'ai gagné beaucoup plus, j'ai gagné 300 000 là, au lieu de 30 000, 10 fois plus, donc là, ma vie a changé, quoi. Et ça m'a permis aussi donc de faire d'abord la thèse de 3e cycle, parce qu'on a créé la thèse de 3e cycle, qu'on appelle maintenant master. En 62, j'ai passé ma thèse de 3e cycle. Ensuite, comme j'étais dans le milieu universitaire, j'assistais aux conférences et tout. Et je suis monté à Paris en 61, à l'école normale supérieure, dans le laboratoire de l'école normale supérieure.
Et, et là, ma vie a changé, quoi. J'ai été pris au CNRS et j'étais chercheur en 62. Donc je pense être le premier chercheur de La Réunion. Parce qu'à l'époque, on se connaissait tous, il n'y avait qu'un seul lycée. On voyait bien tout le monde. Et quand je suis parti, on était 3 à avoir fait de la physique. Il y a 3 personnes, 3 chercheurs, 3 étudiants. Mais au bout d'un an, j'étais plus que le seul, quoi. Les 2 autres, ils ont fait pharmacie. La plupart faisaient professeurs. Par exemple, en Mathelem, nous, on avait un gars qui était très, très, très fort en maths. Moi, je me rappelle, on avait un professeur de maths qui était très bon. Et il écrivait qui nous posait comme question au tableau. Il n'avait pas fini sa phrase, le gars, il avait déjà la réponse. Il était vraiment fort, ce gars, un génie des mathématiques. Mais il a fait tout ce que faisaient tous les gens à l'époque. Il a fait instituteur. Il était vraiment doué, ce gars. Ben moi, non, moi j'ai eu la chance de pouvoir partir en France, donc j'ai pu continuer mes études. Et après, comme j'étais dans une bonne condition, j'ai fait ensuite le CNRS. Je suis passé au CNRS en 61. J'étais pris comme CNRS, j'ai passé ma thèse au troisième cycle, ensuite la thèse d'État en 68. Il n'y avait pas les téléphones hein, comme maintenant. Donc, non. Non, il faisait envoyer des lettres. Communiquer par lettre. D'ailleurs, pour aller en France, j'ai eu aussi une histoire, c'est mon père avait déjà 2 enfants, moi je suis le 3e de la famille. Donc il avait déjà 2 en France, mon père. Et ben, il ne pouvait pas me payer le voyage pour aller en France. Hein. Il n'avait pas les moyens. Donc c'est mon grand-père Le Toulec, qui m'a appelé et me dit René, ben, tu veux faire de la physique en France? Je dis oui, ben, je te paye le voyage. C'est mon grand-père Le Toulec qui m'a payé le voyage. Et tu m'écris une lettre par mois. Hein. Voilà le deal. Le contrat a été tenu? Ah bah oui, alors, il y a grand-père, je lui ai raconté ce que je faisais. Eh ouais, mon grand-père Toulec. Donc c'est grâce à lui que j'ai pu partir. Je suis arrivé en retard d'ailleurs, parce que l'entrée était en septembre, moi je suis arrivé en novembre. Ouais, là, il fallait s'adapter. Alors, Montpellier, c'est bien, mais il y avait surtout des fils de viticulteurs. Hein, Montpellier, c'est la région de vignoble. Et donc, dans l'année, j'étais à la cité universitaire. Hein, j'ai demandé, j'ai eu la cité universitaire. Donc, j'étais au milieu du peuple, quoi, des trucs ignorants. Donc ça allait. C'est les vacances. Parce que les vacances, toute la bande partait chez eux. Et là, on se retrouvait tout seul là-bas. Et ça, c'était plus dur. Alors j'allais à un chalet universitaire qui s'appelait à l'Espérou, au Mont Égual. C'était un chalet universitaire. Et là, c'était bien parce qu'il y avait des étudiants. Et on passait de bonnes vacances. 22 ans. Vous n'avez pas d'avion? Je suis retourné au bout de 22 ans. Première fois. Eh ouais. Oui, quand je suis parti. Et super constellation? Super constellation. 36 heures, ça a duré le voyage. Ouais. Ouais. Il s'arrêtait tous les 200 km. Bah oui, Madagascar, le Kenya, après Fort-Lamy. Après Fort-Lamy, d'un seul coup, il allait jusqu'à Athènes. Ah oui, c'était. Une expédition. Ah oui, c'était pas. Sinon, le bateau, un mois de bateau? Ah, le bateau, c'était un mois, oui. Le bateau, j'ai jamais fait, moi. Mes parents l'ont fait, ma soeur aînée l'a fait. Un mois de bateau, c'était 36 heures. Une super constellation. Quand on partait pas pour. Comme maintenant, je vois les étudiants, ça, ils partent, ils reviennent tous les ans. C'est comme si on prenait. Ah, ouais, je suis resté 22 ans, moi, avant de revenir. Parce qu'après, je me suis marié, j'ai eu des enfants. Alors, je n'avais pas les moyens. J'étais chercheur, ça gagne pas beaucoup. C'est pas. Ah, et d'ailleurs, quand je pense à ça, ça me fait penser à un truc. Quand j'étais chercheur, j'ai travaillé avec un Polonais
avec des Polonais. Il était très fort en physique, Marian Greenberg. Et en France, comme il était un gars très fort, la France lui a donné une place de directeur. Enfin, il gagnait 3 fois plus que ce qu'il gagnait en Pologne. Et il a fait sa thèse avec moi là, à Paris. Et après, il est rentré. Il est rentré en Pologne. Il a quand même reparti en Pologne. Et en Pologne, il a été nommé, il était doyen de la faculté des sciences de Varsovie. Donc c'était un gars très fort, très, très bon. Et je lui ai demandé, alors je lui ai dit, mais pourquoi tu quittes la France avec, tu gagnais 3 fois plus que celui-là, la vie était beaucoup plus agréable. Il me dit, oui René, mais tu sais, il y a quelque chose. Ici, un chercheur, dans la rue, là, c'est qui? Tu peux dire que tu es chercheur, ben, les gars vont te dire, ben, c'est bien, et puis c'est bon, quoi. Alors que en Pologne, un chercheur, c'est un notable. C'est reconnu pour la reconnaissance, simplement. Il préférait rentrer, même en gagnant beaucoup moins. Alors qu'en France, les chercheurs n'ont pas été, on n'a jamais été, on ne gagnait pas beaucoup. Hein. Moi, je me rappelle, on faisait, quand on a la thèse d'État, on peut encadrer des gens pour faire la thèse de 3e cycle, qu'ils appellent maintenant le master. Et on encadrait des gars, et puis, donc, on avait des étudiants comme ça qui faisaient la thèse avec nous, puis après qui partaient dans l'industrie, puis qui allaient gagner leur vie ailleurs. Mais je me rappelle, les gars, quand ils quittaient, et qu'ils nous quittaient avec leur thèse d'État, ils commençaient à travailler. Un an après, ils venaient nous revoir, ils gagnaient 3-4 fois plus que nous, qui étaient sur place. Et d'ailleurs, il y a autre chose. Quand j'ai fait mon déménagement, quand je suis rentré, quoi, j'ai quitté Paris, j'ai demandé à avoir mon déménagement. Quoi. J'ai pris 1 an pour en avoir. Et les gars me disaient, ben oui, vous êtes jamais revenu à La Réunion. Alors j'ai eu de la chance là, dans les années 87, avec Loubert, on avait fait une publication qui a eu un retentissement international. C'était un mélange oxygène-hydrogène sous très haute pression. Et on avait créé un nouveau composé qui était O2 3 fois, un solide, O2 3 fois, H2 4 fois. Donc beaucoup d'oxygène et beaucoup d'hydrogène. Et quand on avait fait ça, ça a eu beaucoup de retentissement. Et c'est paru dans Nature, naturellement, dans la revue Nature. Et quand c'est paru dans la revue Nature, j'ai tout de suite, alors c'était paru le samedi, le lundi, j'avais la visite du chef de recherche à Léa Liquide. Alors ça m'a étonné, parce que c'était un vieux monsieur, il avait 70 ans. Il y avait un monsieur qui vient me voir, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il m'a raconté que ça l'intéressait, la recherche là-dessus, pour le liquide, parce que c'est pour les fusées. Alors quand je lui ai dit que quand même ce qu'on faisait, il fallait monter quand même à 5000 bars pour le faire, hein, il a dit, bon d'accord, on laisse tomber, parce que les fusées, c'est au kilo qui calculent leur truc, et moi la mienne c'était 5000 bars, c'est 500, trop grosse pression. Mais il nous a donné quand même de l'argent pour payer une 3e cycle, une thèse. Donc on a pu embaucher un étudiant. Ça m'a apporté quand même quelque chose. Pour rentrer à La Réunion, j'ai demandé mon transfert et j'ai lutté pendant 1 an. Et heureusement que, comme on avait fait cet article sur 2H2 qui avait été très reconnu un peu partout dans tout le monde, les journaux, j'ai été interrogé par RFO, c'est publié dans toutes les revues et tout. Bon, c'était un truc important. Et quand je voulais rentrer ici, j'ai dit ça, j'avais envoyé mon dossier là-dessus, de toutes mes publications sur ce mélange-là. J'avais envoyé à mon cousin Michel,
qui habite en dessous de chez nous, Michel Waro. Et Michel Waro l'avait montré au doyen de la faculté des sciences. Et le doyen de la faculté des sciences lui avait dit, et c'est lui qui m'a écrit après, que c'était voilà, un chercheur réunionnais qui avait fait des choses formidables et tout, qui avait fait un battage avec ça auprès des étudiants. Mais il leur a dit, il n'y avait pas d'université encore à La Réunion. C'est récent, ça, c'est beaucoup plus récent. Et il dit, mais si vous voulez faire des études comme ça, il faut aller en France, quoi. Et c'est pour ça que quand les OAV, l'administration, pour me refuser mon transfert ici, me disait que je n'ai jamais demandé à travailler ici, je leur ai dit, écoutez, je ne pouvais pas, étant donné le niveau de ce que je faisais. Et déjà, mes recherches coûtaient très cher parce que j'utilisais ce qu'on appelle des cellules diamants. Cellules diamants, c'est on crée des très hautes pressions en mettant 2 diamants et une plaque de métal entre les deux, on écrase ça avec une force d'une tonne et on monte à des pressions énormes. Et donc je travaille là-dessus et ça, pour faire ça, il faut que ça dépense beaucoup d'argent parce que quand on monte en pression, on monte, puis on pète les diamants. Donc à chaque fois, ça revient très cher. Et ça, même le CNRS, quand je cassais un diamant, le CNRS, il prenait 4 mois pour me donner de l'argent pour acheter un autre. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé aussi au CEA, Commissariat à l'énergie atomique. Et avec un collègue qui s'appelle Loubert, qui continue à travailler, il prend sa retraite en 2026. Et avec Loubert, donc, on faisait nos expériences sur l'hydrogène, surtout sur l'hydrogène. Et on cassait beaucoup de diamants, beaucoup. Mais comme l'hydrogène était prioritaire pour le CEA, c'est-à-dire pour l'armée, en gros, eh bien on avait de l'argent et on pouvait donc casser des diamants et nous faire. Alors je leur disais, même le CNRS ne peut pas me payer mes recherches. Alors vous ne voyez pas qu'est-ce que je serais venu faire à La Réunion. Et c'est comme ça ils ont fini par me payer mon déménagement. Ben oui, surtout, je vous dis, nous, dans nos recherches, on était les champions avec Loubert. Hein. Alors notre challenge à nous, c'était la métallisation de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est l'élément le plus léger. Hein, il a un neutron et un électron autour. Alors quand c'est le gaz, c'est à cette distance, quand vous mettez dans le liquide, c'est plus proche, quand vous mettez dans le solide, c'est encore plus proche. Et plus vous appuyez dessus, c'est-à-dire vous montez la pression, plus les deux les atomes se rapprochent. Arrivé à un moment donné, l'électron, il ne sait plus à quel atome il appartient. C'est un métal. Donc, il faut monter à très haute pression. Et depuis les années 87, hein, on avait prévu que la métallisation d'hydrogène, il fallait monter vraiment très haute pression. Et tous les chercheurs essayaient de faire ça et on n'arrivait pas. On montait, jamais été métallique. Moi, quand j'ai quitté, on était à 3,2 mégabars en pression et pas toujours métallique, cet hydrogène. Et là, en 2020, Loubert, le chercheur qui travaillait avec moi, il a réussi à métalliser grâce à des diamants synthétiques fabriqués par les Chinois. Parce que nous, on cassait nos diamants et on n'arrivait pas. Là, avec les diamants synthétiques, il a réussi à monter à 4,3 mégabars, il a réussi à métalliser. Mais oui, 20 ans après. C'est comme quoi la recherche, hein, ça, quand on cherche des choses, on y arrive, mais il faut du temps. Nous, notre mère nous suivait beaucoup. Hein, on était obligé de travailler avec elle. Hein, on ne demandait pas notre avis. On était obligé de travailler. Donc tout le monde a fait des métiers. Gabi, lui, était architecte. Ma sœur était pharmacienne. Toute la bande, on a des métiers ou instituts. Ici, il y en a qui sont restés. Prof de gym, enfin bon, tout le monde a fait des études en France, chez nous. À Saint-Denis, on habitait à Saint-Denis. Saint-Denis, tout à l'heure on parlait. La différence qu'il y avait entre maintenant et à l'époque, à cette époque. Moi je suis né en 40, on est en 38.
On a eu, en arrivant à Saint-Denis, on a eu de la lumière. Ouais. Il n'y avait pas la lumière, 110 volts. C'est même pas du 220. Il n'y avait pas de lumière ailleurs. Une lampe au milieu de la pièce. Pas de prise de courant. De toute façon, il n'y a pas d'instrument électrique. On n'avait pas de mixeur, Ah ouais. de trucs. On avait de l'électricité. On avait la lumière. Et qui était bien, parce que dès qu'on quittait Saint-Denis, il n'y avait plus. Hein. Quand on venait en vacances à la plaine des Carpes, c'était la lampe pétrole et la bougie. Hein. La bougie. Mais c'était la seule ville, Saint-Denis, c'était la seule ville où on avait des cités. La guerre, on était tout petit, hein, mais je me rappelle encore avoir fait on faisait la queue, on avait des tickets, c'était rationné, on avait des tickets, il fallait faire la queue hein, pour avoir le riz et tout ça, la graisse, il fallait faire la queue. Je me rappelle avoir fait la queue, bon ça je me souviens, faire la queue pour avoir quelque chose à manger. On n'a pas connu. On ne l'a pas connu directement, mais indirectement, on l'a connu parce qu'on était toujours avec la famille des Ouareaux, là, comme je vous dis, là, les Ouareaux, et cette famille était franc-maçon, et eux, ils ont subi le gouverneur de l'époque, qui était pour Vichy. Ils avaient envoyé, ils étaient à Saint-Denis. Ils ont envoyé où on va les déplacer au tampon. Moi, je me rappelle avoir passé des vacances ici, vachement bien, c'était agréable. Mais envoyé chez les cousins, quoi. Ma sœur Jessie, l'aînée, quand elle est revenue en 1960, elle est revenue en 60, elle est venue au tampon. Et elle a créé une pharmacie. C'est la pharmacie qui est en face de la mairie. Hein, c'est ma pharmacie. Ce bâtiment-là, c'est elle qui l'a créé. Elle était la seconde pharmacie du tampon. Ah oui, eh ben non, les boutiques, il y avait des boutiques chinoises. Que des boutiques chinoises. Les banques ragnolaises. On ne payait pas, on avait un carnet. Chez les Chinois, on avait le carnet. Alors on prenait quelque chose, on prenait un gâteau, un truc comme ça. Les Chinois écrivaient sur le carnet. Et à la fin du mois, maman payait. On payait à la fin du mois. Les Chinois étaient un peu les banquiers du coin. Mais mes parents étaient venus en France en 1948. Hein, donc, ça remontait, ils avaient fait un séjour en France. Ils appelaient ça les congés administratifs. Papa avait fait avec maman 6 mois, il avait les congés. Et ils étaient venus, donc ils étaient revenus, ils avaient vu la France et tout. Et on mangeait un peu de pain. Nous, on avait du pain. On allait chercher chez le Chinois, d'ailleurs. C'est le Chinois qui faisait le pain. Et on allait chercher le pain chez les Chinois et on mangeait un peu au pain. Parce qu'ils avaient connu la France. Sinon, le réunionnais, c'était le riz. Le riz midi et soir. La viande, pour ceux qui avaient plus d'argent, oui. La viande, c'était pas... il y avait des grains, on m'appelle, il y avait des grains, du poulet, surtout, beaucoup de volailles. Tout le monde avait des volailles. Tout le monde dans la cour, alors toutes les familles nombreuses, enfin, nous on était 7, j'ai les cousins, ils étaient 9, c'était pareil. Tout le monde avait un cochon. On avait un cochon parce que tous les restes passaient pour le cochon. Ils étaient nourris au cochon et je ne me rappelle plus le nom de ce qu'on lui donnait, là, une sorte de pâté, je ne sais pas quoi, on lui donnait ça. Et alors quand on tuait le cochon, alors là c'était la fête. Là tous les grands-mères venaient, hop, toute la journée c'était... Ils faisaient du boudin, saucisses. Sinon tout le monde avait des poulets, des lapins. Ah oui, papa avait les lapins, les poulets. Oui. Et moi je me rappelle plus de son nom, une copine dont le papa m'a marché sur le bord du Barachois là-bas, il a glissé, il a été bouffé par le requin. Il est mort. Ça m'avait frappé, ça. Moi, je me rappelle d'un jeu qui était marrant, c'était des bobines de fil. Vous savez, une bobine de fil, mais en bois. Hein, une bobine en bois. Hein. On prenait ça, on mettait un petit bout de bois avec un élastique, on mettait un élastique dedans, et de l'autre côté on mettait un autre élastique, alors on tournait. Donc on tournait l'élastique, donc il devenait plus dur. Après quand on déposait par terre, ça roulait.
Alors, il y a un truc que j'ai recherché en France, je ne l'ai pas trouvé, c'était le beurre. Pour La Réunion, on avait du beurre qu'on appelait le beurre Bertel. C'était des grosses boîtes rouges, métalliques, avec un beurre dedans, mais très salé. Très, très salé. Ça n'a rien à voir avec le beurre de Micelle. Hein. Beaucoup, beaucoup plus salé. Très, très salé. Et ça, c'était notre beurre préféré, naturellement. Ça, avec le pain, on mangeait ça, on se régalait. Je suis arrivé en France, je suis allé passer mes vacances en Bretagne, et je cherchais mon beurre Bertel. J'ai passé partout, je passé dans toutes les fermes, je demandais, est-ce que vous avez du beurre salé? Ah oui, 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 du beurre salé. Et hop, ils me présentaient, c'était leur beurre de Micelle, quoi. Et ah non, 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 plus salé que ça. Et j'ai jamais trouvé mon beurre Bertel. Et après, finalement, j'ai appris beaucoup plus tard que le beurre Bertel était fait spécialement pour les colonies, pour La Réunion, parce que c'était très salé pour pas que ça tourne. Et il n'y en avait pas, en France, il n'y en avait pas. Ah oui, il y avait du lait. Il y avait du lait parce qu'il y avait des gens qui vivaient dans les Hauts de Saint-Denis, hein, pas en Saint-Denis, mais dans les Hauts, il y avait des fermes, sans doute ils avaient une vache, et ils venaient vendre le lait. Alors je me rappelle que c'était dans des bidons en tôle, des bidons en tôle, et ils portaient ça sur la tête. Et quand ils arrivaient, alors naturellement, ils avaient tendance à mettre un peu d'eau dedans pour gagner un peu d'argent. Et maman, elle avait son pèse-lait, elle avait un système pour mesurer la densité du lait. Aïe, aïe, aïe. Pour vérifier.